Bonsoir. Alors ce soir, j'ai la chance, je dis la chance et le plaisir d'accueillir quelqu'un que j'aime beaucoup, que je connais bien depuis longtemps, qui est Patrice Van Hersel. Bon, Patrice Van Hersel, vous connaissez tous, cette espèce de Till Eulenspiegel qui partage avec moi et qui a partagé avec moi beaucoup de passions communes. Et ce qui est très amusant, c'est que nous avions tous les deux en commun le goût de découvrir et d'aider, dans la mesure de nos faibles moyens, dans la mesure où nous étions journalistes tous les deux, des chercheurs qui dérangent, c'est-à-dire des chercheurs qui ne sont pas tellement reconnus par l'établissement et auxquels nous trouvions un intérêt profond. C'est pour ça que nous avions le souci de les faire connaître. Alors bonsoir Patrice, merci d'être venu. Bonsoir Marie-Thérèse. Alors là on ne fait pas semblant de se vous voyez, on est remis depuis trop longtemps. Alors j'ai sous les yeux la liste des publications de Patrice. Il n'y a pas que des publications en point de vue livre, mais vous allez voir, c'est assez important. Il faut savoir d'abord que Patrice, c'est un ex de Sciences Po, hein, si j'ai bonne mémoire. Hein. Tu as fait Sciences Po. Oui. Tu es empressé d'oublier, mais enfin quand même. Hein. Écoute, oui. À Actuel, on avait presque tous fait Sciences Po. Bon. Alors, je vais vous lire sa liste. C'est pas gratuit si je vous lis ça. Vous allez voir l'envergure et la diversité d'intérêts du personnage. Alors, au Parti des Socialistes, en 75. Voyage à l'intérieur de l'Église catholique, 76, tu l'as oublié. Hein. Sacré français, les nouveaux cahiers de doléances, 77. La source noire, ça c'était un livre que vous avez, je pense, tous plus ou moins lu et qui a été une véritable bombe. Nous reviendrons plus longuement là-dessus. Le sous-titre étant Révélation, porte de la mort. Le cinquième rêve, en 93. Le message des dauphins. Les animaux thérapeutes. La source blanche contrepoint la source noire, qui était l'histoire des dialogues avec l'ange de Kitamalash. Réapprivoiser la mort, c'est-à-dire la fin de vie, 96. Le cercle des anciens, qui traitait des hommes médecine du monde entier autour du Dalai Lama. Là, nous avons eu des aventures savoureuses que nous raconterons tout à l'heure au sujet de ce livre. Le livre de l'essentiel. J'ai mal à mes ancêtres, qui était un ouvrage sur la psychogénéalogie. Le jeu du Tao, comment devenir le héros de sa propre légende, en 2004. Un autre grand livre de l'essentiel, Mieux vivre et donner du sens au quotidien. Ça, c'est donner du sens au quotidien, c'est encore un des dadas que tu as, hein, Patrice. Hein, Ça, c'est un livre collectif, c'est comme le jeu du Tao. Oui, bien sûr. Tisseur de paix, c'était sur les rencontres de Fès en 2005. Le monde s'est-il créé tout seul? Vaste problème. Écologie et spiritualité, 2006. Ça aussi, c'est collectif. Mettre au monde, enquête sur les mystères de la naissance. Alors après la mort, la naissance, c'est quand même logique, en 2008. Encore le jeu du Tao. Du pithécanthrope au karatéka, la longue marche de l'espèce humaine. Ça, j'avoue que je ne l'ai pas lu, celui-là, excuse-moi. Et votre cerveau n'a pas fini de vous étonner. En 2012, c'est le dernier, et je pense qu'il y a un bébé sous roche. Il y en a deux, trois. Trois seulement. Qu'il faudrait que je trouve le temps de faire. Je sais pas, tu sais bien le problème qu'on a de trouver du temps. Ben oui, parce que tu ne fais pas que ça. Hein. Il faut vous dire que tu es rédacteur en chef du magazine Clé. De Clé, qui est l'héritier de mes chers Clé d'avant, hein, qui s'appelait Nouvelle Clé. Ouais. Et puis, quoi d'autre? Je m'occupe d'une collection chez Albin Michel. Oui. Et puis, je n'arrête pas de pondre des articles au fil de mes rencontres. Avec Marc de Smet, nous animons un club de livres qui s'appelle le Club Nouvelle Clé. Ça a gardé le vieux nom. Oui. Voilà. Et puis sinon, émission de radio, articles, etc. Toi, c'est de temps en temps une conférence, de temps en temps. Oui, donc c'est assez chargé. Mais alors, quand on voit cette pile impressionnante d'ouvrages, moi j'ai envie de te dire, on va tirer un fil vertical à l'intérieur de cette pile, et ce fil vertical, cette colonne vertébrale des livres, correspond un petit peu à ta colonne vertébrale intellectuelle et spirituelle. Hein. Tu vas me la faire découvrir. Non, mais
c'est pas par hasard que tu choisis d'écrire un livre avec la vie archi occupée que tu as. Donc ces sujets, tu les as sélectionnés, ça correspond à une démarche de ta part. Tu as peut-être fait, je ne sais pas combien, comme moi, 800 articles, 1000 articles. Bon, tu n'as pas publié un livre sur chacun des sujets qui te motivaient suffisamment pour pondre un article. C'est vrai. Bon, alors, si tu décides de faire un livre, c'est que ça correspond à quelque chose. Hein. Oui, alors écoute, les premiers, ça a été des brouillons, enfin des exercices pour apprendre le métier. Oui. Le tout premier, c'est un cadeau de Jean-François Bizot. C'est quand il me propose d'écrire au Parti des socialistes en 74 et on l'a publié en 75. C'était génial, c'était un cadeau. À l'époque, moi j'étais totalement gauchiste et rentrer chez les socialistes, c'était rentrer chez des... Ah, c'était la droite déjà. Hein. Oh bah, c'était la droite. Oui. Et donc il avait réussi à me convaincre en me disant on va s'infiltrer à l'intérieur du Parti socialiste et ensuite on balance tout. Voilà. Bon, d'accord. Et ça c'était. Mais après les autres livres. C'était une autre infiltration alors dans l'Église catholique. L'Église Après ça, catholique. tu as fait l'Église catholique. Non mais après, quand on s'infiltre dans le Parti socialiste ou quand on s'infiltre dans l'Église catholique, en réalité, on s'infiltre tout simplement dans sa famille parce que c'est pas comme c'est pas fermé comme Tombouctou, c'est pas le Parti communiste à l'époque stalinienne. Oui. Parce qu'il y avait eu au parti, enfin il y avait eu le voyage à l'intérieur du Parti communiste qui nous avait fascinés parce Bien que sûr. Oui. Harry Cécé-Louis, c'est ça, c'était Oui, Harry Cécé-Louis. oui. Harry Cécé-Louis qui avait réussi à pénétrer la cité impénétrable. Oui. Mais c'est pas du tout pareil. Tu vas chez les socialistes, il y a le tout. C'est un. Bon, enfin, de toute façon, c'était tes premières gammes. Hein. Enfin, en tous les cas, ce qui se passe quand tu fais des livres qui ne sont pas mus par un besoin impérieux de l'intérieur, c'est qu'au moment de les présenter à la presse, au moment d'en parler, tu es un peu gêné parce qu'il faudrait les survendre un petit peu. Il faudrait faire preuve d'un enthousiasme que tu n'as pas forcément. Et donc, quand Actuel, puisque j'étais surtout journaliste à Actuel, oui. Et que Actuel s'est mise à avoir un succès énorme en 79, 80, 81, et qu'on a été pendant un petit moment très à la mode, on peut dire, les éditeurs qui faisaient bien leur boulot, allez vous draguer, oui. Mais venez nous draguer, c'est comme toi, j'imagine. J'avais la même expérience que toi. Alors, ce qui est drôle, je me souviens, on s'est rencontrés un jour dans je ne sais plus trop quel pays, et tu me disais, mais tu te rends compte, on est sur les mêmes coups finalement, mais nous sommes les deux seuls de toute la presse, qui pour nous exprimer, pouvons disposer joyeusement de 30 feuillets de texte. D'habitude, les articles, c'est 4, 5, 6 feuillets au maximum. Ah oui, ça c'est sûr qu'on a Toi, chez Actuel, tu avais les tartines et moi, j'avais les documents de maths où je faisais toujours mes 28, 30 feuillets. On était vraiment extraordinairement heureux. Mais alors, sacré français, bon, là, mais alors j'arrive vraiment maintenant là où c'est là où tu as donné quand même ta dimension et tu as fait ton boom avec la source noire. Oui, parce que ce qui s'était passé, c'est que quand un éditeur t'appelle et te dit vous venez de faire un article sur les pacifistes allemands, vous venez de faire un article sur une escroquerie à Hong Kong, ou vous venez de faire un article sur n'importe quoi, est-ce que vous ne pourriez pas en faire un livre? À ce moment-là, enfin moi, en tous les cas, j'ai tout d'un coup compris ce que voulait dire. Je risque de paraître prétentieux, mais ça s'est vraiment passé comme ça. Ce que dit Rilke dans Lettre à un jeune poète, il lui dit en substance, je ne me rappelle pas exactement les mots, mais il lui dit « Monsieur, vous me demandez dans quelle disposition d'âme il faut être pour écrire ce livre que bien sûr vous voudriez écrire, parce que tout le monde voudrait, enfin beaucoup de gens voudraient écrire un livre. Alors je vous répondrai ceci. Si je vous attrapais, que je vous enfermais dans un cul de basse-fosse, que je vous interdise d'écrire le livre en question, est-ce que vous en mourriez? Si oui, écrivez-le. Sinon, de grâce, épargnez-nous cette pesanteur inutile. » Et ça, là, je l'ai senti et j'ai refusé plusieurs fois de faire des bouquins qui n'étaient pas nécessaires, qui n'étaient pas obligatoires. Alors qu'avec la source noire, et
je dois dire que je ne l'ai jamais vécu aussi intensément depuis. Avec La Source Noire, j'avais fait une série de reportages pour Actuel et qui tout d'un coup sont devenus un livre que je ne décidais pas. Il y avait un livre. Oui, il se faisait tout seul à l'intérieur de toi, il cheminait en douce, oui. Il demandait à sortir. Il y avait un livre, à la limite, quelqu'un d'autre allait peut-être pouvoir l'écrire. Il m'était fait l'honneur de pouvoir envisager d'être celui qui allait l'écrire. Mais il était indépendant de moi, et même le titre s'est imposé indépendamment de moi. La source noire, la source d'inspiration, mais noire, parce que noir, c'est ce qui contient la lumière à l'intérieur, le noir. Alors que le blanc te la renvoie. Oui, oui. Le noir absorbe. Oui. Et là, alors là, c'est vrai que ça a été un moment formidable, enfin, qui s'est étalé sur plusieurs années, en fait. Mais tu as mis combien de temps à l'écrire? Il y a eu plusieurs reportages, puis à partir du moment où... Tu as commencé par rencontrer Elisabeth Kubler-Ross en premier, non? Non. Le premier que j'ai vraiment rencontré, qui a été... Enfin, j'ai rencontré dans la foulée Kenneth Ring et Raymond Moody. Oui. Et Elisabeth Kubler-Ross, je n'arrivais pas à l'attraper, elle était insaisissable. Oui. Et il a fallu que du temps s'écoule et puis que je reparte aux États-Unis, cette fois-ci plusieurs mois, pour pouvoir... Et alors là, les anges m'ont guidé, parce que c'était impossible de s'inscrire à son fameux séminaire où on est pendant une semaine enfermé en retraite avec une centaine de personnes dont la moitié sont atteintes de maladies définitives ou ont perdu des enfants, enfin des trucs, un théâtre que j'aurais jamais pu imaginer. Il fallait s'inscrire des années à l'avance. Enfin, oui. Et puis par chance, au dernier moment, elle en prenait toujours un ou deux en plus. Elle n'était pas connue en France à l'époque. Hein. Ah, pas du tout. Oui, enfin si, Schwarzenberg et Viançon-Pontet, qui avaient écrit le livre qui a inauguré ce théâtre-là en France, qui s'appelle Changer la mort chez Albin Michel en 77, eux la prenaient pour une folle. Oui. Les Français, dans ce cas-là, commencent par dire oui, bien sûr, oui. C'est une folle. Comme la plupart des chercheurs qui nous intéressaient. Oui, c'était leur point commun, oui. Ouais. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Et c'est vrai que La Source Noire, ça a été génial à découvrir comment l'enquête sur d'abord les expériences de mort imminente ou approchée, comme on dit maintenant, enfin NDE en anglais, EMI maintenant, EMI, tout ça. Mais je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'étais entré dans cette histoire d'expérience de mort imminente, comme dans l'acte 2 d'une pièce de théâtre, en fait. Parce que moi, ce qui m'intéressait, et qui avait convaincu les copains à Actuel de m'envoyer aux États-Unis pour aller enquêter là-dessus, c'était le côté science-fiction. C'était un truc complètement comme Rencontre du troisième type. Tout d'un coup, tu te rappelles Rencontre du troisième type? Très bien. Bon, Rencontre du troisième type, tout d'un coup, il y a des milliers de gens qui ont fait le même rêve. Oui. Et ils ont vu une montagne, tout ça, puis en fait, c'est la montagne où les extraterrestres vont arriver. Et la NDE, c'était tout d'un coup, il y a des millions de gens, grâce aux techniques de réanimation. C'est très paradoxal, parce que c'est l'endroit le plus moderne de la médecine moderne, qui nous fait rejoindre qui permet l'irruption d'un mythe moderne vivant, et tous ces gens, des millions et des millions de gens qui ont été réanimés et puis qui ont vécu une expérience qui a changé leur vie, quoi. Et moi, c'était ça qui m'intéressait en premier. Mais en fait, je me rendais compte après coup que j'étais rentré par l'acte 2, je veux dire par quelque chose de bien plus important pour l'humanité, je crois, c'était joué avant, et qui est l'acte 1. Mais l'acte 2, qui m'attirait, qui attirait les copains, qui les faisait marrer, puis c'est un acte très masculin,
Tu vois, c'est des chercheurs, c'était tous des mecs. Moody, c'est un mec. Kenneth Ring, c'est un mec. Michael Sebon, c'est un mec. Freddy Schoonmaker. Et même maintenant encore, Pim Van Lommel, Oui, tous les grands. Sam Parnia. C'est tous des hommes qui sont ouverts d'esprit, des vrais scientifiques qui n'ont pas d'a priori, qui s'intéressent à ce qui se passe et qui essaient de comprendre. Ils sont donc un peu intellectuels, spéculatifs, et ils fonctionnent sur un mode un peu ludique. Ils sont ludiques. Moody, c'est le parfait exemple. Moody, il se marre tout le temps. Raymond Moody, il raconte, c'est un conteur, et puis d'ailleurs, il a mis au point des techniques pour faire basculer les gens dans un autre état de conscience, des techniques qui se rapprochent de jeux de théâtre grec. D'accord, du théâtre grec, Ouais. ok. Mais il y a un côté ludique. Mais la maison de Kenneth Ring, il m'a reçu merveilleusement d'ailleurs chez lui, s'appelle, si j'ai bonne mémoire, le rendez-vous de la mort joyeuse, non? Oui, C'est ça, hein? oui, mais ils sont comme ça. Or, je découvre que il y a des gens, par exemple, la femme qui a fait la préface, le premier livre qui est paru au monde sur les NDE, c'est Life After Life, La vie après la vie, de Raymond Moody, paru en 1976. Ouais. Et qui fait la préface? Une femme qui s'appelle Elisabeth Kubler-Ross. Et cette femme, elle est représentative d'un ensemble de femmes, parce qu'il y a Cicely Saunders, il y a Jeanne Garnier, il y a Anne Dupont-Avis, il y a après, plus tard, il y aura leurs filles qui s'appelleront Renée Sebag-Lanoé ou Michel Salamagne, Marie de Henzel, etc. Et ce sont des femmes, là, pour le coup. Quand j'ai posé la question à Edgar Morin, grand spécialiste de ces questions-là, il ne m'a pas répondu directement, il m'a dit qu'il y réfléchirait. Pourquoi ce sont des femmes? Et pour moi, elles ont ouvert l'acte 1, c'est-à-dire celui où on rigole pas du tout, là, c'est pas du tout ludique, parce qu'on meurt vraiment. On n'en revient pas, on meurt définitivement. Ça se passe. Et ça commence, et c'est ça qui m'a énormément frappé, c'est que tu prends l'histoire de toutes ces femmes qui ont rouvert l'ars moriendi, comme on aurait dit au Moyen-Âge, l'art de mourir, qui faisait relâche, ce théâtre somptueux, extraordinaire, qui fonde l'humanité. Parce que s'il n'y a pas ce théâtre, il n'y a pas d'humanité. En gros, ce qu'elle me faisait comprendre. Et que leur baptême, leur initiation de départ, quand elles étaient encore des jeunes femmes, très jeunes, c'est, grosso modo, pour aller vite, l'ouverture des camps de concentration. C'est là qu'elles se situent. Elles sont, Kubler-Ross, elle est carrément à Majdanek, en 46-47, c'est-à-dire l'ouverture d'un des énormes camps de concentration en Pologne. Et là, elles se prennent un coup de je ne sais pas quoi. Elles se prennent un truc qui va les travailler en sourdine. Et elles vont se retrouver dans les grands hôpitaux modernes où elles vont découvrir quoi? Quelque chose qui est le géant fragile, le géant au pied d'argile, l'homme technologique triomphant qui ne va plus jamais mourir. Ça, c'est comme les transhumanistes aujourd'hui, on ne va plus mourir, la technologie va nous permettre... On va vivre 2000 ans, quelle horreur. D'être éternel. Et pris dans cet arc électrique entre quelque part la Shoah d'un côté et de l'autre, cette formidable naïveté des grands hôpitaux modernes, mais merveille aussi des grands hôpitaux modernes, elles vont réinventer l'art de mourir. Et ça, c'est ce que j'appelle l'acte 1. Et à mon avis, s'il n'y avait pas eu l'acte 1, c'est-à-dire de secouer l'humain moderne pour lui dire mais réveille-toi, réveille-toi. Si tu continues sur cette lancée qui est de nier la mort, de la nier, de dire circuler, il n'y a rien à voir, on ne se recueille plus autour du lit de celui qui va partir, on ne voit plus jamais passer de corbillard, on cache la mort. On cache la mort, eh bien, tu vas disparaître de la surface de l'existence, tu vas cesser d'exister, parce que l'être humain, parce que tu vas essayer d'être comme un animal, et encore, les animaux,
on raconte des tas d'histoires sur le deuil des éléphants, mais un petit éléphant ne demande pas à sa mère, maman, est-ce que c'est vrai que tu vas mourir? Je crois que l'angoisse de la mort dès le plus jeune âge, ça, je pense que c'est une spécificité humaine. Et savoir gérer ça, enfin, gérer est un mot affreux, mais Oui. savoir se confronter à ça, c'est ce qui fait l'humain. C'est ce qui fait l'humain. Et donc, pour moi, ces femmes, elles secouent l'humanité qui est menacée de néantisation, en quelque sorte. Après coup, alors, arrivent des hommes qui, eux, s'intéressent à des choses que ces femmes connaissent aussi, parce que Kübler-Ross, elle en avait rencontré des NDE, des expériences de mort imminente, mais elle disait, mais j'ai pas le temps de m'en occuper. Oui, je sais, il y a des expériences extraordinaires qui se font là, juste au bord, des gens qui ont presque failli mourir et puis qui sont revenus, mais moi, j'ai pas le temps de m'en occuper. Alors elle dit à Raymond Moody, ben vous, occupez-vous de ça. C'est intéressant, hein, je te permets de t'interrompre, Ben voilà, elle dit, ces gens qui ont presque failli mourir, et je suis heureuse de cette formulation parce que malheureusement quand on traîne dans les congrès qui traitent des EMI ou les gens qui publient les milliers et un gourous maintenant qu'on trouve dans ce domaine-là, on nous présente la chose comme des gens qui sont revenus de la mort. En réalité, ils ne sont jamais morts. Non, c'est ça la chose qui est essentielle à dire. Ils ne sont pas morts, ils ne sont pas revenus de la mort. Ils sont revenus d'un état très proche de la mort, mais qui n'est pas la mort, parce que la mort, par définition, on ne peut pas en revenir. Oui, tout à fait. C'est la mort, c'est oui, mais je ne comprends pas pourquoi nul ne le dit. On entend des soi-disant spécialistes de MI qui parlent tout le temps on a prouvé que la mort n'existe pas, parce que la mort, on en revient. Non. Mais oui, la tentation est immense. Bah ouais, mais c'est un petit peu fâcheux. C'était une des premières questions que j'avais posées à Moody quand je l'ai vu. Il était encore interne à l'époque. Moody, c'était un prof de philo. Et puis, à partir de 28-29 ans, il se rend compte qu'il y a des questions qu'il ne peut résoudre qu'en devenant médecin. Et à 28-29 ans, il cesse d'être prof de philo et il commence des études de médecine. Et quand je l'ai rencontré, il était interne à Charlottesville, en Virginie. Et c'est la première question que je lui ai posée. Je lui ai dit, alors vous avez prouvé que la mort n'existe pas? Il me dit, non, j'ai jamais dit ça. Jamais dit ça. Je dis qu'il y a des expériences très intéressantes et que ça vaut la peine de les étudier. Il y en a partout. Partout où il y a des unités de soins intensifs, il y a forcément cette expérience que j'ai baptisée Near Death. Proche de la mort. Mais oui, mais bien sûr. Oui. Alors je lui dis, oui, mais il n'empêche que vous avez appelé votre livre Life After Life. Vous avez appelé ça La vie après la vie. Alors, il s'est un peu défaussé parce que il m'a dit, mais ça, c'est l'éditeur. Oui, c'est toujours bien remarqué, c'est vrai. Nous ne sommes pas toujours responsables du titre de nos ouvrages. Hein. C'est vrai. Il faut savoir... Ah non, ça, c'est très difficile. La bataille de... Oh là là, bataille du Les titre, lecteurs hein. ne se rendent pas compte. Oui. Les lecteurs ne se rendent pas compte des batailles. Moi, je suis un peu éditeur. Et chaque fois qu'il faut éditer un livre, il y a une bataille sur la couverture. L'auteur croit qu'il va pouvoir décider de sa couverture. Mais non, si le public se doutait comment se passent les choses. Je donne un autre exemple pour montrer cette manipulation. Je vais rencontrer Charlie Daplement, je ne dis pas son nom parce qu'il est très, très, très connu. Bon. Je vais rencontrer un ethnologue qui maintenant est devenu très célèbre. Il était totalement fauché. Et il me dit, écoute-moi Thérèse, est-ce que vous pourriez pas essayer de me faire avoir un article dans la presse? Il revenait du Brésil où il avait travaillé sur une ethnie. Et je lui arrange le rendez-vous avec un rédacteur en chef qui avait un dada malheureusement, c'était les fourmis rouges. Et il voit arriver cet ethnologue, il dit, vous venez du Brésil, ça m'intéresse beaucoup, je veux tout savoir sur les fourmis rouges du Brésil. Et le malheureux... Sur la marabunta. Non, les fourmis rouges, non. Le malheureux ethnologue, je te donne ses initiales, tu vas tout de suite savoir qui c'est, dit, mais non, moi je suis ethnologue, je travaille sur l'homme, je suis anthropologue, je ne m'occupe absolument pas de fourmis. Eh bien, le rendez-vous a duré 3 heures, et 15 jours après, le journal sortait avec tout sur les fourmis rouges d'Amazonie. Ouais. Voilà, bon. Ouais. Bah oui. Ouais. Ouais. Nous sommes de pauvres choses. Continue. Ouais, nous sommes de pauvres choses, mais il n'empêche que... Life after life, oui. Ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que
Moi, ce qui me frappe sur la NDE, ou sur l'expérience de mort approchée, imminente, Ouais. de presque mort, c'est une des choses qui me frappe de plus en plus, c'est que les gens qui l'ont vécu te disent toujours, commencent quasiment toujours par te dire qu'il n'y a aucun mot, strictement aucun mot pour décrire, mais strictement aucun mot. Ils disent, comment voulez-vous que je vous dise... C'est ce que disent tous les mystiques, hein, quand ils ont des expériences, des extases, c'est par définition impossible à transmettre. Une fois, c'est un psychanalyste qui m'a appelé, il voulait me parler, je vais le voir. Il avait vécu ça, il avait vécu cette expérience. Et il balbutiait, parce que il disait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je dis, mais moi, je ne veux rien du tout, c'est vous qui m'avez demandé de venir. Oui, mais pendant un temps incroyablement long, il a balbutié en disant, parce qu'en tant que psychanalyste, il savait que les mots... Il connaissait les pièges des mots. Hein, oui. sont le des pièges. Le choix des mots délibérés. Oui. Alors que la plupart des gens te disent, il n'y a strictement aucun mot pour décrire ce que j'ai vécu, donc il devrait se taire. Peut-être danser, jouer de la musique, faire de la peinture, je ne sais pas. Mais en général, ils ne se taisent pas parce qu'ils sont poussés par ailleurs par un impérieux besoin de témoigner, ouais, de transmettre. Ouais. Et donc, ils se mettent à parler, et ils parlent beaucoup. Et après, il y a des journalistes comme nous qui les écoutent et qui font des livres entiers là-dessus. Et donc, sur un truc parfaitement ineffable, sont posés des millions de mots qui sont pris au pied de la lettre et qui vont alors permettre de bâtir. Parce que pour moi c'est la NDE, c'est le surgissement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, irruption d'un mythe vivant au milieu d'une technologie moderne, de comment la technologie moderne peut... Mais un mythe, il y a plein de sens du mot mythe, et moi je le vois dans un sens positif, puisqu'on pourrait aussi voir les mythes comme des choses négatives dont il faudrait se libérer. Mais moi je le vois comme quand ce sont plusieurs humains qui finalement se rejoignent sur un même mythe, c'est une façon d'opérer une sorte de danse du feu autour du trou noir, de l'insondable trou noir qu'il y a au centre de tout. Oui, tu n'oses même pas prononcer le mot d'ailleurs. Hein. Et comment est-ce que je pourrais prononcer le mot puisque en disant trou noir, je masque. Oui, voilà, oui. Mais parce que comment est-ce que je pourrais prononcer un mot puisque moi, je n'ai jamais vécu cette expérience. J'ai rencontré beaucoup de gens qui l'ont vécu, mais pas. Et eux-mêmes te disent qu'il n'y a pas de mots. Par contre, après, ils peuvent devenir très bavards, presque autant que nous. Et devenir quelquefois de méchants petits gourous. Parce que c'est pas parce qu'on a vécu une expérience comme ça qu'on n'a plus d'ego, qu'on n'a pas... Et je suis sûr que tu en as rencontré aussi. Alors je ne suis pas sûr que ce soit ceux qui ont vécu les expériences les plus fortes qui en parlent et qui jouent deviennent les plus gourous. Non. Parce que certains te bâtissent un catéchisme, ils savent tout. Et alors, c'est peu dire que là, pour le coup, ça n'est plus ineffable du tout. C'est complètement dissible. Il t'explique ce qui va se passer. À quoi on reconnaît une vraie d'une fausse. À quoi on reconnaît que, évidemment, ça prouve l'existence de Dieu. Ça, c'est le minimum. Etc., etc. Et à ce moment-là, ils sont rejoints par... tu peux remplir des salles entières qui vont t'applaudir. Oui, ça marche bien d'ailleurs. Et c'est une vieille histoire, ça. Oui. Bon, on va faire une petite pause et nous allons reprendre tout de suite. Ça, c'est un artiste qui était très cher, je crois. Un morceau d'un des derniers disques de Ray Lema. Ah oui. Que j'ai connu de très très près parce qu'il vivait avec nous dans la communauté de Saint-Maur. Et Ray Lema, c'est... La communauté de Saint-Maur, c'est l'équipe d'Actuel. Oui, c'était l'équipe d'Actuel, on habitait ensemble, on habitait un peu ensemble et
Et Ray, c'est quelqu'un que Jean-François Bizot avait invité. C'était le fondateur des ballets nationaux du Zaïre. C'est ça, oui. Mais il chante aussi, hein, je crois. Oui, oui, il chante. Ouais. Il chante et son grand mérite, à mes yeux, à l'époque, c'était d'avoir décrypté la musique africaine avec un prisme qu'il appelait la roue rythmique, c'est-à-dire qu'il s'était rendu compte que, pour faire vite, que chaque village, on pourrait dire, de la brousse, de ce pays gigantesque qu'est le Congo, enfin qu'on appelait le Zaïre, mais qu'on appelle de nouveau le Congo maintenant, chaque village a sa signature rythmique qui n'est pas simplement un rythme, mais qui est plutôt le croisement de deux rythmes, et donc une interférence rythmique comme... pour te figurer ça de façon hyper simple, imagine que on tende une corde, et ce sont toujours des jeunes gens costauds qui tiennent la corde à deux bouts, on fait tourner la corde, et comme des filles dans la cour de récréation, chacun peut sauter dans cette corde. Ah, d'accord. Chacun a sa manière. Ouais, bien sûr. Chacun a sa manière. Il y en a qui sautent un coup sur deux. Il y en a qui... triple tour, etc. Voilà, exactement. Donc, géographie rythmique de la... Et donc, chaque village a sa corde ou sa roue rythmique. Et c'est en analysant les choses comme ça, après de longues recherches dans la brousse, parce que personne n'arrivait à faire jouer les différents villages les uns avec les autres. À ce point, oui. Ah oui, tout le monde échouait. Et on avait finalement fait appel à lui, qu'on considérait un peu comme l'intello de Kinshasa, et qui avait d'ailleurs lui-même sa communauté à l'époque, je crois, et était très, 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 très allumé. Et on a fait appel à lui, et il a réussi au bout de plusieurs années à faire jouer les différents villages ensemble, parce qu'il les intégrait à cette sorte de figure un peu presque pythagoricienne, on pourrait dire. Oui. Une espèce de mathématique dansée. Et voilà, et c'est comme ça qu'il a été repéré, et qu'ensuite il a été aux États-Unis, en Belgique, et qu'il s'est retrouvé en France. Et depuis, c'est quelqu'un qui tente des mélanges, des métissages extraordinaires. Mais tu ne vas pas plus ou moins promouvoir un de ses concerts, non? Oh ben, non, mais Ray, il donne des concerts souvent. Oui. Il a joué avec des orchestres symphoniques. Il a joué avec les comment s'appellent les gens les chanteuses des chants bulgares. Ah les merveilleuses, les incroyables. Oui. Il est tantôt au Brésil, en Chine, en Algérie. Donc il faut faire Ray Lema. Il faut faire Ray Lema sur Google. Pas sur Google, sur Qwant. Sur Qwant. Sur Qwant. Ah, oui. C'est vrai, c'est plus prudent. Non, il faut aller sur Qwant. D'accord. Qwant. Bon, mais nous allons revenir quand même un petit peu à la Source Noire, parce que moi, ce qui m'intéresserait de savoir, puisque tu as eu la chance, que je n'ai pas eu, de participer au séminaire de Kubler-Ross. Alors, Patrice, qu'est-ce que ça a changé en toi? Qu'est-ce que ça t'a fait de passer par ce séminaire? Ça m'a fait pleurer. Moi, j'avais pas pleuré depuis très longtemps. Je crois que j'ai pleuré pendant une semaine, parce que quand tu es dans cette enceinte où les gens sont vraiment mal en point, très à bout, ou dans une souffrance immense parce que leurs proches, quelquefois leur enfant, a été massacré, etc., et que tu es accompagné par quelqu'un comme Elisabeth, qui est une très grande accompagnatrice, une accoucheuse dans un sens, eh bien, tu vois ces gens exprimer leur souffrance. Enfin, bon, toutes les psychothérapies de groupe font ça d'une certaine façon, mais elle le réussissait parfaitement, enfin extraordinairement bien. Et tu entres en résonance, et tu peux pas ne pas, tu ne peux pas ne pas ressentir la compassion à un niveau tel que tu vas traverser une véritable vallée de larmes, parce que ces 100 Américains, c'était un peu comme si on avait pris 100 Américains au hasard, c'est ça l'impression, dans un métro à New York, tu prends 100 personnes au hasard, tac, tu les regroupes, tu te rends pas compte de
La souffrance cachée qu'on de la finit souffrance par trouver cachée, quand on gratte, oui. de la souffrance cachée, et c'est ça, en fait, que j'ai découvert dans ce séminaire, d'une chose en tant que ex-petit chrétien qui avait rejeté, bien entendu, tout le bagage que ses parents lui avaient tenté de lui transmettre, tout d'un coup, tu comprends quelque chose à ce mystère énorme qu'est la souffrance, le mystère de la souffrance. Parce que les judéo-chrétiens, disons, de manière globale, sont éventuellement accusés par les modernes d'être doloristes, d'être masochistes, de rechercher la souffrance. Or, la vallée de larmes. La vallée de larmes. Or, Kübler-Ross de la était religion quelqu'un catholique. qui justement s'inscrivait très fortement et d'une façon absolument catégorique et convaincante contre tout dolorisme, contre toute recherche de la souffrance. Il ne s'agirait certainement pas de la rechercher, au contraire d'essayer de la soulager le plus possible et de connaître plutôt la jouissance, la joie et le bonheur. Mais ce que tu découvrais dans son séminaire, c'est que les gens qui n'ont jamais souffert n'ont pas d'épaisseur. Mais à condition que pour que ça puisse devenir un trésor, parce que je voyais des gens en quelques jours se métamorphoser et devenir porteurs d'un très grand trésor, d'autant plus grand qu'ils avaient souffert, mais qu'ils avaient, grâce à cette compassion, grâce à cet accompagnement, réussi à la traverser et à la dépasser et à la consumer et à la dépasser et pas à l'oublier, mais à la sublimer. Alors que tu en voyais parmi ces 100 personnes, il y en avait quelques-uns, dont moi, je dois dire, qui, mon Dieu, avaient plutôt été privilégiés et n'avaient pas tellement souffert, et tout d'un coup, on était un peu léger. Coquille vide, oui. Un peu léger. Or, et ça, en tant que, tu vois, 68 arts, très, très légitime, enfin, je veux dire, hédoniste, recherchant avant tout la jouissance, le bonheur, la joie, etc. Tout d'un coup, tu disais, merde, le truc est un petit peu plus compliqué que ce que j'aurais pu croire. Et elle me le faisait comprendre charnellement, elle me le faisait comprendre. Et donc, tu repartais de là transformé, ça c'est sûr. Enfin, pour moi, en tous les cas. Oui. Oui, bien sûr. Bon. Effectivement, c'est un peu lourd, mais important à vivre quand même. Ça t'a changé, maintenant. C'était il y a. C'était je regarde la date. 31. Publié en 87, mon Dieu, que c'est le début. Non, c'était publié en 86. C'était publié en 86 et ce séminaire dont je parle, c'était en 84. Donc voilà, ça fait 30 ans. Quoi. Bon. Alors, après la source noire, tu es passé à quelque chose de beaucoup plus lumineux avec le 5e rêve, qui est un livre que j'aime beaucoup. C'est vrai, tu l'aimes bien ? Ah oui, je l'aime beaucoup. Ça, c'était l'autre. Ça, c'est les deux cadeaux que m'a fait Actuel, en quelque sorte, en m'envoyant un reportage. C'est l'autre série de reportages que je menais, parce que on faisait. Ce qu'on aimait bien, c'était de faire chaque fois quelque chose de différent. Évidemment. Chaque fois quelque chose de différent. Et donc, quand j'ai commencé à faire un premier article sur les dauphins avec Jacques Mayol au début, c'était vers 80. C'était quand même 9 ans avant Le Grand Bleu. Oui. Parce que grâce à un très grand copain qui s'appelle Jean-Jacques Mandel, qui est un explorateur, mais qui était de Marseille, et Jacques Mayol aussi, il était de Marseille. Et donc, par Jacques Mayol, je suis rentré dans le réseau des gens qui s'intéressent un peu partout dans le monde aux dauphins, aux cétacés. Et à mon 3e reportage sur les dauphins, les copains actuels ont commencé à en avoir un peu marre. Ah non, qu'est-ce que tu proposes ? Je vais faire un truc sur un mec qui joue de la musique avec les dauphins. Alors je dois avouer que ça, c'est
tu as dans ce livre, je crois qu'il y a le passage qui m'a fait le plus rire de tous les livres que j'ai jamais lus. Ah bon? C'est quoi? Je ne sais plus qui est en train de jouer de la musique pour des orques ou pour des baleines. Tu décris ça d'une façon telle, mais c'est à mourir de rire. Je Ah sais que je bon? l'ai Ah bah lu au c'est génial, téléphone à ouais, plusieurs. je savais pas que Mais c'était si, drôle. ah non, c'est d'une drôlerie extraordinaire. Quelqu'un perdu au milieu de l'océan. Non, mais ça, c'est peut-être l'épisode où Jim Nolman Voilà, Jim. Mais c'est à mourir de rire. C'est un morceau d'anthologie, ces pages-là. bah, c'est-à-dire que Raconte-là cette anecdote. Jim, c'était un rocker qui avait dû s'éloigner des scènes de rock parce qu'il était asthmatique. Il s'était mis à jouer, à faire de la musicologie. Et il s'était aperçu, d'abord avec des dindons, puis après avec des grenouilles, puis après qu'on pouvait entrer en communication avec les animaux par la musique. Et donc il rentre là-dedans, ça devient sa vie. Et immanquablement, on lui parle un jour de ces somptueux musiciens que sont les cétacés. Puisque contrairement à ce que disait Cousteau qui parlait du monde du silence, l'océan, au contraire, c'est un monde de sons. Parce que il y a de plus en plus d'enregistrements fabuleux d'ailleurs. Sous l'eau, on voit pas grand-chose. Par contre, on entend. Et les baleines, elles communiquent, mais carrément à des centaines de kilomètres. Elles peuvent s'entendre. Plus tu descends profond, plus la pression est grande et plus ça va loin. Et Jim, donc, entend parler de ça et veut absolument, et se fait financer par une radio de San Francisco. Il se fait financer pour bâtir une espèce de radeau qui est en même temps un tambour, qui est un espèce de truc pas possible. Et il se fait larguer au large de San Francisco. Tout seul au milieu de l'océan. Tout seul au milieu de l'océan, parce qu'on sait que les baleines grises passent là. Et donc il cherche à entrer en communication avec les baleines grises. Et ça marche absolument pas, sa foire, alors que la radio avait foutu un émetteur radio sur son embarcation pour que toute la Californie, puis peut-être tous les États-Unis puissent entendre le concert, le duo entre Jim et les baleines grises. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les baleines grises, elles chantent en effet, mais dans les ultrasons. C'est-à-dire qu'on les entend pas. Donc, maintenant, c'est les enregistrer d'ailleurs. Mais on peut transformer des ultrasons en sons, mais quand tu entends les fameux chants de baleines, parce que celles qu'on connaît le plus, c'est les baleines à bosse. Oui. Et puis, il y a les belugas, qui sont les rossignols des mers. Mais quand tu entends un chant de baleine, et il faut les entendre en concert aquatique organisé par Michel Redolfi, ça c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire d'entendre la musique des baleines quand on est soi-même sous l'eau, avec des comment ça s'appelle, des hydrophones. Et ce sont des chants très très beaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à la surface. Non, mais c'est que le spectre sonore d'une baleine à bosse, ça va depuis des infrasons que tu peux pas entendre tellement c'est grave, et puis ça monte, mais alors là 10 fois plus haut vers les ultrasons, et donc en réalité quand tu entends un chant de baleine, tu entends les basses, en gros. Tu entends pas complètement les basses les plus basses, mais tu entends les basses. Et il faut s'imaginer l'édifice sonore considérable, 10 fois plus haut. Et bon, bref. Donc pour Jim, ça n'avait pas marché. Et par contre, ce qu'il s'est aperçu, c'est qu'il était en plein territoire des grands requins blancs. C'est ça, et c'est peut-être ça qui t'avait fait rigoler. Non, c'est à mourir de rire. Hein. Ouais. Bon. Et donc, après, il a réussi à entrer en communication avec des orques. Et il s'est mis à faire pendant une dizaine d'années des concerts avec les orques. Mais là, au Canada. Oui. Au Canada, nous avions été regarder tous les deux les baleines ensemble, d'ailleurs. Ah oui. Dans le Saint-Laurent. Dans le Saint-Laurent, oui, c'est ça. Bon. Alors, le message des dauphins, oui, alors le message des dauphins, titre, alors qu'est-ce que c'est le message des dauphins, résume? Le message des dauphins, c'est un livre que, je ne sais pas pourquoi il est là, parce que c'est un livre que j'ai traduit, en fait. C'est un message... à une époque, Robert Laffont m'avait demandé de démarrer une collection avec lui. Et je crois que le premier titre, c'était Voyage dans la magie des rythmes. C'était le livre du batteur du Grateful Dead, Mickey Hart, qui était branché sur les chamans et sur les rythmes... mais qui était quand même un des groupes majeurs de Woodstock.
Et puis le deuxième livre, c'était le message des dauphins. Eh ben, il y a... Alors là c'est une mythologie dans un autre sens, dans un sens plus petit que ce que je disais tout à l'heure à propos de la NDE. C'est-à-dire que, bien entendu, à partir du moment où on a commencé à entrer en communication avec les cétacés, qui sont quand même des animaux fantastiques, géniaux, drôles, intelligents, puissants, érotiques. Enfin, je veux dire, quelque part, c'est vraiment une hallucination. Eux qui sont évidemment beaucoup plus costauds que nous quand on est dans l'eau. Moi, j'ai nagé avec un type qui s'appelle, je pense toujours, Matt Biondi, qui était 8 fois médaille d'or de natation aux Jeux Olympiques. Oui. Bah, à côté d'un dauphin, c'est un nain, il ne sait pas nager, c'est très très drôle. Eh bien, il ne nous attaque jamais. Alors que nous, éventuellement, nous les massacrons. C'est assez bizarre d'ailleurs, parce que dans l'eau, ils sont éventuellement comme des tigres quand même pour les autres animaux de la mer. Les orques, ça c'est carrément, il faut imaginer un tigre qui serait gros comme un éléphant. Les orques, c'est quand même assez dangereux. Eh ben, c'est dangereux parce que ça peut casser un bateau, mais de mémoire d'homme, il y a quelques accidents dans les Marineland où on les maintient enfermés, et c'est complètement scandaleux, parce que ce sont des animaux prodigieusement intelligents, sensibles, etc. On les enferme, enfin, c'est de les foutre en prison. On n'a pas de témoignage d'orques ayant dévoré un humain. Ce qui se passe, les orques, ils sont éventuellement très irritables, et si tu les blesses, ils peuvent venir casser ton bateau. Ça, oui. Et puis après, tu te noies, ils ne te sauvent pas. Mais ils ne te bouffent pas. Or, l'ensemble de ce qui se passe, l'ensemble des messages implicites, on pourrait dire, qui se dégagent d'une communication avec de tels êtres, forcément suscite l'émergence de toutes sortes de contes et légendes qui peuvent être quelquefois complètement délirants, comme par exemple, moi je connais des gens, d'ailleurs des copains proches qui me disent, mais en fait les dauphins viennent de la planète, non, de l'étoile Sirius. Je ne sais pas comment on peut venir d'une étoile. Oui, j'ai lu beaucoup de choses de ce genre. Il y a des délirants. Pourquoi pas, ou alors il faut le comprendre. Mais le message des dauphins, c'est grosso modo, c'est qu'ils nous disent qu'il faut nous aimer, qu'il faut, et c'est très juste, et que les dauphins, c'est comment elle s'appelle, qui a écrit le message des dauphins, elle s'appelle Patricia, j'ai oublié de son nom. Moi, je l'ai traduit simplement, et que, alors il y a quelque chose de très très vrai. En gros, il nous incite à nous rendre compte que la nature est un paradis rempli de solutions. Rempli de solutions. Et que les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui sur la planète, en particulier en matière d'écologie, alors je publie, j'en profite pour le dire, nous publions chez Albin Michel le mois prochain, fin octobre, un livre qui s'appelle Le vivant comme modèle, et qui est en gros le message non pas seulement des dauphins, mais le message de la biosphère. La biosphère tout entière nous supplie d'arrêter nos conneries prométhéennes, au sens et de regarder les exemples de solutions qu'elle propose. De solutions durables surtout, parce que c'était Brice Lalonde et René Dumont à l'époque où on a commencé à parler d'écologie en France, qui me disaient, je me rappelle très très bien, à l'époque j'étais à Libé, qui me disait, mais un volcan et un haut fourneau, quelque part, ça se ressemble. Une bombe à hydrogène, c'est un tout petit soleil. Un haut fourneau, donc c'est un tout petit volcan. Le problème, c'est que ce sont des tout petits soleils ou des tout petits volcans qui ne sont pas durables. Ils ne sont pas durables, ça va être éliminé. Si vous voulez être éliminé, continuez comme ça. Est-ce que vous voulez travailler à quelque chose qui va durer ? Si vous voulez que ça dure, alors écoutez en effet le message des dauphins
écouter le message de la nature tout entière. Oui, mais alors, ce qui m'amuse, c'est que tu as quand même été assez précurseur pour cet amour des dauphins. Le dauphin a toujours fait un petit peu fantasmer l'humain parce qu'on sait que il avait été utilisé par l'armée notamment, qu'on avait fait pas mal de travaux sur l'intelligence des dauphins. Et puis il y a une espèce de mode du dauphin qui est arrivé, et le dauphin est devenu un objet d'amour, de culte. Les gens voyagent pour aller nager avec les dauphins. Moi, je trouve ça très déplorable. Je suis désolée parce que je crois que tu as participé à ce genre d'expédition. Moi, je trouve que ces animaux-là, on a leur foutre la paix. Enfin, euh, je vois une écrivaine que tu connais, euh, totalement mythomane, qui disait, pour se rendre intéressante dans ses interviews, dire moi, dès que j'arrive, les dauphins viennent autour de moi. Il s'est trouvé que j'étais sur un bateau à côté d'elle, qui parlait toujours de l'amour qu'elle inspirait aux dauphins. Et elle laissait traîner, en s'appuyant, s'asseyant très très tôt au bord du bateau, laissait traîner ses pieds dans l'eau et elle nous disait, vous allez voir, les dauphins vont tous venir autour de moi. Il y avait plein de dauphins partout. Et il y avait une de mes amies que tu me connais, Jeanne, qui était à l'autre bout du bateau, qui elle ne disait rien. Les dauphins ont tous été, il y a un certain nombre de dauphins qui sont venus lui embrasser les pieds, sortir, lui faire les câlins habituels, etc. Et cette malheureuse écrivaine, comme on dit maintenant, n'intéressait personne. C'est assez rigolo. Oui. Moi, alors, écoute, on a été pris à partie. Moi, j'ai participé à plusieurs expéditions. Pour nager avec le dauphin ? En Floride, aux Bahamas, en mer Rouge. Oui. Ces temps-ci, c'est plutôt en mer Rouge. Et c'est vrai qu'on a été pris à partie par des propriétaires de Marineland. Ah bon, ça c'est différent. Qui disent, oui, mais qui nous disaient, écoutez, oui, nous on les enferme, on en enferme quelques-uns, mais les autres, on les laisse en paix. Donc, en gros, oui. il y a un besoin comme ça, les gens, effectivement, parce que c'est une sorte de mode, qu'il y a une espèce de fétichisme presque autour du dauphin. Eh bien, nous répondons à ce besoin en leur montrant, mais c'est comme dans des zoos, comme les animaux. Cela dit, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Mais eux étaient persuadés. Ce que je remarque depuis que je vais en mer Rouge, parce que j'y vais régulièrement, c'est que les dauphins, tu sais, ils pourraient sans problème se barrer. Oui, c'est qu'ils viennent avec plaisir. Je crois que ça les amuse. Amuse. Mais il est certain que on est sur le tourisme écologique, d'une manière générale, peut poser problème. Parce qu'il y a des territoires qu'il faudrait laisser complètement sauvages, en effet. Et tu as vu que maintenant, enfin bien sûr tu as vu ça, qu'on a on a doté le dauphin d'un statut de personne non humaine. En Inde. Oui, bah non, pas de personne humaine. Non, de personne non humaine. De personne non humaine. Bah, le dauphin est une personne, c'est déjà quelque chose, c'est plus un animal. Ah, écoute, moi je crois que il y a un mouvement énorme en ce moment. Il y a une sorte de révolte, en particulier chez les plus jeunes, mais je vois qu'elle a été en fait annoncée par des gens. Par Montaigne, par Taine, comment il s'appelait Taine historien oui, ou par les noms me manquent là, mais ça remonte à la plus haute antiquité que des gens réfléchissent à cette différence ontologique, on pourrait dire que nous posons entre l'animal et nous, qui est illégitime dans la mesure où elle nous permet de les assujettir, enfin de les objectiver, de les instrumentaliser, et aujourd'hui plus que jamais, élevage industriel, consommation habituelle, oui, bien sûr. Tu connais la chanson, mais de penser, il ne s'écoule pas de semaines sans que des scientifiques, si tu lis les journaux scientifiques, tu le remarques, sans que des scientifiques nous disent
à quel point les animaux, et quelquefois les plus simples, sont intelligents, sont sensibles et sont en particulier susceptibles de souffrir. Oui. De souffrir. Et donc que l'on dise qu'un dauphin est une personne non humaine, moi ça me va. Très bien. Bon, nous allons faire une petite pause et nous allons après ça voir une de tes autres héroïnes. Alors maintenant, nous arrivons à une autre phase, si on peut dire, de ta... Je peux dire que c'était les Talking Heads qui chantaient là. Oui, c'était David Byrne et les Talking Heads. Merci pour eux. Alors, on arrive à une autre phase de ta production. Si tu veux, ces premiers livres t'ont été inspirés par tes enquêtes d'actuel. Tu t'es dit qu'il fallait vraiment aller plus loin, que tu avais des matériaux, etc. Et pour dépasser l'agacement des copains, faire un livre plutôt que de leur imposer... Un article. Bon, encore un article sur le même sujet. Mais alors là, maintenant, nous allons arriver à ce que j'appelle une de tes grandes héroïnes. C'était une énorme révélation pour tout le monde quand tu t'es intéressé à Gita Malache. Alors, rappelle-nous très brièvement qui est Gita Malache, parce qu'elle t'a inspiré ce livre qui s'appelle La Source Blanche, qui est l'histoire justement des dialogues avec l'ange. Alors, tu rappelles rapidement. Eh bien, écoute, c'est une Hongroise, une championne de natation hongroise, et qui, avec un groupe d'amis, artistes, qui est championne de natation et aussi graphiste, et avec un groupe d'amis... dans les années 20-30, elle vit une sorte d'aventure intellectuelle qui va aller crescendo, parce que ce sont des gens très très intéressants, qui sont ouverts, très modernes, qui s'intéressent à tout et qui ont un intérêt particulier pour les questions philosophiques et spirituelles, et qui se trouvent être, là, pour la plupart, pas elle, mais la plupart des autres sont juifs. Il faut dire que le contexte politique, déjà... Et ça se passe en Hongrie, la Hongrie qui a été un pays pendant la guerre tout à fait particulier, parce qu'ils étaient dirigés par des gens qui étaient tout à fait à droite, et qui avaient passé une sorte d'alliance avec Hitler, mais qui, en tant que magyars, avaient leur fierté et leur autonomie, et qui tenaient... et qui ont tenu presque jusqu'à la fin. C'est une tragédie affreuse, parce que presque jusqu'à la fin, ils ont... Enfin, tout le monde ne sera peut-être pas forcément d'accord avec cette interprétation, mais presque jusqu'à la fin, c'est en tous les cas de cette façon-là que Gita Malache, puisqu'on parle d'elle, me le racontait, tentait de sauver leurs juifs. Leurs juifs, entre guillemets, c'était les leurs. Il y avait entre 700 et 800 000 juifs en Hongrie, et ces gens-là étaient antisémites aussi, mais par fierté nationale en quelque sorte. On n'abandonne pas celui. On ne voulait pas laisser aux Allemands la possibilité de... Et donc presque jusqu'au bout, ils ont résisté. Et c'est uniquement une fois que le fameux régent Horthy a été arrêté par les Allemands et foutu en forteresse en Bavière que les Allemands sont entrés en Hongrie et ont déporté malheureusement la plupart. Et c'est dans cette sorte de cocotte-minute, il y a une sorte de cocotte-minute, parce que donc les Juifs hongrois étaient au balcon de l'enfer, mais eux-mêmes pas complètement concernés. Enfin, les informations circulaient, plus ou moins. Et c'est dans cette sorte de cocotte-minute que ce groupe d'amis, d'artistes qui réfléchissent aux grandes questions existentielles sont pris par un phénomène dont quelqu'un qui a vécu ça, mais qui était encore toute petite, malheureusement, je n'ai pas pu l'interviewer. Plus tard, elle est devenue psychanalyste en France. Elle s'appelait Maria Torok. Et Maria Torok a dit, on m'a dit qu'elle avait dit, oui. Ouais, d'accord. C'est pas vraiment du journalisme, mais j'ai pas pu la rencontrer. Elle voulait pas. Qu'il y avait eu plusieurs phénomènes comme les dialogues avec l'ange à Budapest à la même époque. Alors, il faut quand même que tu précises. Là, alors, qu'est-ce qui se passe un peu, oui. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce groupe qui est là, qui réfléchit, tout d'un coup, est visité, si l'on peut dire, par une inspiration absolument phénoménale. Et celle qui est
très clairement le leader du groupe, Hannah Dalosh. Hannah se met à parler. Alors, ça rappelle d'autres Parler choses. sous Mais contrôle, enfin, on pourrait dire. Oui. elle se met à parler tous les vendredis à 15h, sans entrer du tout en transe. Et Gita insistait énormément là-dessus. Elle me dit, est-ce que tu as déjà été avec une bande d'amis, tout d'un coup très très en forme, tellement en forme que ce jour-là, tu ou quelqu'un d'autre a dit des choses extraordinaires, tellement extraordinaires que lui-même ou toi-même, si c'est toi, oui. n'en revenez pas en disant, mais attends, ce que je viens de vous dire, en fait, je l'ai découvert en même temps que je vous le disais. Il y a un prêtre orthodoxe qui s'appelle Jean-Yves Leloup, qui a écrit un beau livre à propos de cette inspiration qui peut être à certains moments extrêmement forte. Ça s'appelle Musique, c'est un livre qui est malheureusement épuisé, où il dit il n'y a pas de différence de nature entre l'inspiration d'un petit médium, d'un petit channel, je ne sais plus c'était qui, le mari de Maggie Lebrun, je crois, non? Ah oui. Qui parlait en dormant. Oui, oui. Alors ça, c'est vraiment le degré zéro. Le gars, il dort, et pendant qu'il dort, il se met à parler. Et il dit des choses stupéfiantes. Et puis alors les autres notent. Alors Jean-Yves Leloup dit, ça c'est à un bout du spectre. Il y a des gens comme ça qui parlent, on ne sait pas qui, qu'est-ce qui fait. Edgar Cayce, écoute, la même chose. Il dort carrément. Oui. Il dort et ses lèvres se mettent à parler. Bon, et alors là, c'est une inspiration vraiment très mystérieuse. Jusqu'à Moïse. Oui. Moïse est très inspiré, mais alors lui, quand il est ou Bouddha, il est très 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 inspiré, mais alors lui, il dort pas du tout. Il est complètement éveillé au moment où l'inspiration lui vient. Et entre les deux, il y a toute la gamme. Évidemment, on ne parle pas des charlatans, on parle des gens qui ont vraiment une inspiration. Et quelque part, dans cette gamme, moi, assez haut dans cette gamme, je vois Mozart. Mozart, qui, quand on lui dit « Mais comment vous avez fait pour écrire la flûte enchantée en quelques jours ?» Oui, la rapidité avec laquelle il composait. Et il voyait tout déjà, tout était écrit. Et il dit « Mais ce sont les anges qui me le dictent. Oui. » Et ce sont les anges qui me le dictent. Ça, c'est Mozart qui dit ça. Et les grands inspirés. Alors, Hannah, apparemment, faisait partie de gens quand même très, très haut placés dans cette échelle, qu'elle est inspirée, mais tout à fait éveillée, au point que, après, elle se met à parler. Moi, toi aussi, évidemment, nous avons tous connu des channels, des médiums, etc., oui. De plus ou moins inspirés, mais qui, quelquefois, se mettent à entrer dans une sorte de transe. Et d'ailleurs, moi, j'en ai connu quelques-uns qui, sortant de cette transe, par exemple, une transe où ils s'étaient mis à écrire en écriture automatique. Oui, d'autres dessinent, c'est la même chose. D'autres dessinent, etc. Se réveillent et disent « Ah, qu'est-ce que j'ai écrit ?» Et ils sont stupéfaits, ils ne reconnaissent pas. Et ils sont stupéfaits, ils disent « Ah bon ?» Alors, Hannah, c'était pas du tout ça. Gita Malache me disait, Hannah Dalosh, elle disait Hannah, elle disait pas Hannah Dalosh. Je me suis battu pour avoir les noms de famille parce qu'elle voulait pas me donner les noms de Lily Strauss, Hannah Dalosh, etc. Et Gita insistait pour dire Hannah était parfaitement naturelle. Elle était naturelle. Elle était comme nous parlons là. Pour résumer un peu. Les propos que tenait Hannah ont été recueillis par Gita et ça fait un livre qui a été vraiment une bombe dans l'édition, je peux dire, vraiment dialogue avec l'ange. Et ce livre n'est pas du tout ce qu'on pourrait croire quand on voit le titre, un dialogue avec l'ange. On croit que comme Barès qui parle des cardinaux pétant dans l'azur, on pense que tout ça va être séraphique. C'est un livre excessivement fort, dur, violent même. Oui. Et qui bon. Alors toi, je pense évidemment, c'est en lisant Dialogue avec l'ange, tu as dit j'ai voulu rencontrer la personne qui a. Figure-toi que
cette Jeanne dont tu parlais tout à l'heure en disant que les dauphins étaient venus se rapprocher d'elle, Oui, oui. c'est la même Jeanne qui, pendant des années, m'a dit il faut absolument que tu rencontres Gita Malache. Et moi, misérable que je suis, j'avais pas le temps. Ah. J'avais pas le temps. Mais tu avais lu Dialogue avec l'ange? Rien du tout. Ah, d'accord. Alors, un jour, une cousine à moi qui a vécu des expériences proches de la mort, m'a offert le petit livre. Oui, parce que Dialogue avec l'ange, c'est un gros pavillon. Ouais, le petit qui s'appelle Les dialogues tels que je les ai vécus. Oui. Que Gita a dû écrire quand elle habitait déjà avec Bernard et Patricia Manteau. Et dans ce petit livre, j'avais été quand même frappé par une chose, c'est que ces gens-là, le message qui se dégage des propos, qu'on peut tirer des propos de Hannah, scrupuleusement transcrit. Mais le scribe, vraiment. Le scribe par Gita et par Lily, c'est un message de joie. C'est un message. Si tu veux savoir, si tu veux me rencontrer, dit l'ange qui est en fait la part créatrice de l'être humain. Si tu veux me rencontrer, nous dit notre part créatrice, hisse-toi au sommet de tes questions et sois dans la joie. C'est dans la joie que tu peux me rencontrer. Et cette danse de joie que ces artistes hongrois entament ensemble à partir de 1943-1944, alors qu'ils vivent en enfer. L'enfer, c'est l'époque la plus noire. Et qu'ils savent très bien ce qui les attend, ils le savent. Parce que Gita va essayer de leur obtenir les fameux passeports, comment il s'appelait, Wallenberg, celui qui a réussi à faire fuir quelques milliers de juifs, l'attaché culturel de l'ambassade de Suède. Ils ont refusé. Ils ont refusé de fuir, ils sont restés. Ils savaient ce qui les attendait et pourtant se dégageait un message de joie. Et ça m'intriguait quand même énormément. Et c'est à cause de ce mystère-là que j'ai cédé finalement, heureusement. Mais tu as lu après, tu as lu quand même. Et alors après j'ai lu le livre qui pour une part est difficile quand même. C'est un livre qui n'est pas toujours... mais moi, chacun prend ce qu'il peut dans ce genre de livre. C'est comme même tu lis les évangiles, tu peux trouver ça épouvantablement dur aussi. Ça peut être... moi, je vois des choses très très dures dans le discours de Jésus, même Bouddha, c'est très très dur. Là, quelque part, il y a quelque chose de christique dans les dialogues avec l'ange. Et j'ai rencontré Gita. Qui était toujours cette femme qui avait été cette championne de natation, qui avait des mains comme des battoirs, qui m'a tout de suite servi la première fois un scotch, un triple bourbon sec. Elle a tenu bon et qui tout de suite m'a dit pourquoi est-ce que tu crois que tu es venu? Je lui ai dit je crois que je voudrais écrire un article dans Actuel. Et elle me dit je crois pas que c'est pour ça que tu es là. Et je lui dis mais si, mais non. Et en effet, les copains n'ont jamais voulu l'article parce que les histoires d'anges c'était trop. Là c'était too much. Too much. Et en effet, on s'est mis à se fréquenter. Il s'est passé un truc incroyable, c'est que la façon dont finalement elle m'a demandé, parce que la source blanche, c'est elle qui a décidé que ça s'appellerait comme ça. Hein. Elle m'a demandé d'écrire, mais dans des circonstances vraiment spéciales. C'est que elle a eu un arrêt cardiaque et, c'est comme ça qu'elle me l'a raconté. Oui. Elle a eu un arrêt cardiaque, elle est tombée par terre et elle s'est dit ouf, ciao, mission accomplie. Moi, je peux partir tranquille. Je peux partir tranquille. Et puis, alors qu'elle était en train de partir, tout d'un coup, elle se dit merde, j'ai oublié. Elle n'avait pas oublié le gaz allumé. Elle avait oublié de régler une question qu'elle avait toujours évacuée parce que ça l'emmerdait. Et c'était la question du film. C'est que plusieurs personnes lui avaient dit mais cette histoire des dialogues avec l'ange, ça donnerait un film génial. Et elle avait toujours refusé ça, en trouvant ça, comme elle disait, très kitsch. Et pour elle, kitsch, c'était négatif.
Elle dit, ah non, non, c'est complètement kitsch, je veux pas. Et tout d'un coup, elle se rend compte qu'elle est en train de mourir et qu'elle n'a pas réglé et que maintenant, n'importe quel imbécile va éventuellement faire tirer un film. Donc, elle me dit, j'ai fait un effort énorme pour me ramper jusqu'au sac où il y avait mes cachets et tout. Ils l'ont quand même trouvé évanouie mais enfin, ils ont pu la sauver. Et quand elle s'est réveillée à l'hôpital, elle a dit, bah, écoutez, je suis resté pour une seule raison, et après Cassos, je suis resté uniquement pour régler cette histoire du film. Donc maintenant, alors que j'étais quelqu'un de difficile, elle disait, maintenant je dis oui à tout. Alors je dis oui à tout, on me propose une conférence, j'y vais, on propose... Et donc c'est comme ça qu'elle a accepté une conférence à Paris, et que c'était à la FNAC, et, alors qu'elle n'aurait jamais fait ça. Et à la FNAC, on m'a demandé à moi de venir animer le débat autour. Le débat. De faire avec elle ce que tu fais en ce moment avec moi. Et ça a été génial parce que elle m'a dit, ah bon, mais alors c'est toi, mais alors qu'est-ce que tu es devenu, etc. Mais alors c'est toi. Elle m'a dit, mais alors c'est toi qui as écrit La Source Noire. Alors je dis, bah oui. Elle m'a dit, mais alors, est-ce que tu veux écrire La Source Blanche? Je dis, c'est quoi ça? Elle m'a dit, bah écoute, tu vois, voilà, La Source Noire, tout le monde est obligé d'y boire un jour, parce que tout le monde va mourir. La Source Blanche, n'y boivent que ceux qui choisissent de le faire. C'est un cran plus loin. Et alors c'est quoi la Source Blanche? Eh bien, c'est la source de vie qui s'allume en toi lorsque consciemment tu décides de prendre contact avec ta part créatrice, avec ta part angélique, disait-elle. Angélique, parce que le mot ange n'apparaît que tardivement dans cette histoire, parce que eux disaient pas ange. Mais d'où vient le titre alors, le dialogue avec l'ange? Le dialogue avec l'ange, ça c'est l'éditeur. D'accord. Ça c'est l'éditeur. Ah bon, d'accord, oui. Oui, parce qu'au début, ça s'appelait, je crois, les 4 compagnons, ou quelque chose comme ça. Oui. Ah oui, c'est moins vendeur que Dialogue avec l'ange. Oui, oui. Or, c'était... et donc, ce qu'elle expliquait, ce que Hannah avait longuement déployé pendant les 17 mois qu'a duré cette expérience, c'est que nous sommes tous un animal amoureux d'un ange. Et que la phrase qui fait l'ange fait la bête doit être complètement renversée. C'est oui. Nous sommes un ange amoureux d'une bête et nous sommes une bête amoureux d'un ange. Et c'est quand la rencontre se fait que alors nous devenons pleinement nous-mêmes. Oui, d'accord. Oui. Alors, parce que je ne me rends pas compte, parce que les chiffres des livres, ça ne m'intéresse pas, mais le Dialogue avec l'ange a quand même été un gros succès d'édition. Hein. Oui, ça s'est vendu dans le monde entier. Dialogue avec l'ange, ça a été plus que, je ne sais pas, en quantité, j'en sais rien. Je ne sais pas combien ça s'est vendu, forcément des centaines de milliers, peut-être pas des millions. Peut-être pas des millions d'exemplaires, mais peut-être que oui. Je ne sais pas, parce que ça a été... Ce qui est drôle, c'est pas un livre qu'on lit impunément, hein, le Dialogue avec l'ange. On n'en sort pas indemne. C'est un livre difficile. C'est un livre difficile, mais quelquefois très dur. C'est pas aussi souriant que tu le prétends. Hein. Non, c'est vrai que moi, je sélectionnais cette partie-là. Ah oui, parce qu'elle est impitoyable, hein, Gita Malache. Enfin, les propos... que rapporte Gita Malache, parce que c'est pas elle qui parle. Hein. Oui, oui, tout à fait. C'est quand même assez directif, et on ne plaisante pas. Mais c'est comme ça que ça commence, d'ailleurs. Ah oui. Le premier vendredi de juin 1943, je ne sais plus le jour exact, mais ils avaient décidé dans ce petit groupe de recherche de faire une sorte de devoir. Chacun devait réfléchir à ce qu'il pourrait faire pour que le monde aille mieux. Alors, t'imagines, on est en 1943 en Hongrie. Oui. Et bon, alors devoir de chacun fait son... Alors chacun avait réfléchi pendant quelques jours et était revenu avec une feuille
avec écrit, ben voilà, moi, ce que je pourrais faire pour que le monde aille mieux. Et Hannah, tout d'un coup, habitée par cette voix qui est son ange, en fait, parce que par elle, alors là, c'est un peu plus compliqué, parce que à travers elle pouvait parler son ange, ou l'ange de Gita, ou l'ange de Lily, ou l'ange de Joseph, etc. Et c'est avec des tonalités très différentes, très 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 différentes. L'ange de Lily, enfin la force créatrice qui s'adresse à Lily, elle est d'une douceur extraordinaire. Joseph, c'est beaucoup plus sobre. Gita, c'est très très dur. Et au moment où Hannah, tout d'un coup, est habitée par cette inspiration, elle se saisit de la feuille de Gita et elle la déchire en morceaux et elle lui dit: on va te faire perdre l'habitude de parler pour ne rien dire, quelque chose comme ça, je sais plus, je cite. Non, c'est terrible, oui. Et c'est... Alors qu'il y avait eu un effort de conscience, de travail, de réflexion, de générosité. Ah, elle l'envoie bouler. C'est impitoyable, ce livre, oui. Oui, oui, elle l'envoie au cas. Et parce qu'elle lui dit arrête d'être gentil, ne cherche pas à être bonne, oui. ne cherche pas. En gros, elle dit: ah ben oui, c'est ça, vous fabriquez des bombes et puis ensuite des bons hôpitaux pour soigner les gens que vous avez écrabouillés par vos bombes. Elle dit des choses comme ça à ces malheureux qui n'y peuvent rien. Mais oui, ils sont jeunes, bien sûr, oui. Oui, c'est assez impitoyable. En référence, en écho à la phrase de l'Évangile, terrible du Christ, les tièdes, je les vomirai. C'est ça. C'est extraordinaire, oui. Alors pour moi, l'histoire après, c'est qu'au bout de quelques mois, j'ai interviewé Gita qui habitait chez les Patricia et Bernard Manteau du côté de la montagne, enfin. Là-bas, du côté de Vienne-sur-Rhône. Sur la côte comment ça s'appelle, côte rôtie, c'est ça? Côte rôtie, oui. Et un jour, je passe par là, elle me dit: ah ben c'est bien que tu passes parce que je t'ai tout préparé, la couverture du livre, voilà les morceaux de Mozart qu'il faut écouter pour écrire. Alors, il reste 3 rescapés des camps de concentration où était Hannah, où sont mortes Hannah et Lily. Voilà, je t'ai donné les adresses, mais à ta place, j'irai pas les voir. Des sortes d'injonctions paradoxales comme ça, complètement bizarres. Et puis, voilà, encore quelques documents. Alors moi, je lui dis: mais comment ça, tu me parles comme si on avait fini de travailler? Ah bah oui, moi je t'ai tout dit. Moi, je dis: mais non, tu m'as encore rien dit. Je vais encore t'interviewer pendant des heures. 1 mois plus tard, elle était morte. Alors que ce soir-là, quand je l'ai vue, elle était encore tout à fait en forme. Elle avait rempli sa mission et ciao, elle est partie. Après, moi, j'étais désemparé pendant des mois et des mois, j'ai pas su quoi écrire. Puis finalement, j'ai fait La Source Blanche. Oui. Mais l'œuvre de Gita se poursuit avec les manteaux ou plus tellement? Ah bah, il y a toutes sortes de groupes. Il y a les manteaux, il y a Marguerite Cardoz qui a comme fidèle élève, on pourrait dire, Juliette Binoche, qui est très très très... il y a tout un groupe. Il n'était pas question d'un film avec Juliette Binoche? Mais oui, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ah oui, c'est ça, oui. Ben oui, puisque la question à résoudre, c'était de faire un film. Donc moi, j'avais fait La Source Blanche en me disant que ça donnerait le matériau à un scénario possible. Et comme Juliette, depuis à peu près l'époque où elle jouait Les Amants du Pont-Neuf, était devenue une lectrice assidue des dialogues avec l'ange, évidemment, on s'est rencontrés. Et évidemment, on s'est dit que ça allait être très facile et qu'on allait faire un film, puisque elle venait d'avoir l'Oscar à Hollywood, etc., etc. Et puis pas du tout, ça n'a pas été facile. Pour le moment, rien ne s'est fait. Mais c'est en stand-by quelque part ou pas du tout? C'est en stand-by, mais chaque fois, il y a un truc qui fait que c'est repoussé. Mais de toute façon, l'envie de... Enfin, je ne peux pas parler à sa place, mais il me semble, le peu que je peux dire, l'envie qu'avait Juliette quand on a commencé à essayer de se donner la réplique comme ça. On prenait les dialogues et puis on se faisait... on
on se faisait la lecture à deux. Et moi, je me disais, ah non, ça peut pas passer dans un film, c'est trop compliqué et tout. J'avais envie de tout barrer, enfin presque. Oui. Et elle, l'inverse. Elle disait, ah ben non, ça c'est génial, on le garde. Alors je dis, mais attends, mais tu vas pas garder, je sais pas, je crois, dans le livre, il y a 88 entretiens. Et je lui dis, mais tu vas faire un film qui va durer 40 heures. Elle dit, ah bah oui, ça serait génial. Enfin bon, elle était barrée. Oui. Un film qui durerait 40 heures. Et en fait, Jean-Claude Carrière est pulvérisé là. Ah ouais. En fait, parce que elle, ce qui l'intéresse, et je le comprends bien pour une actrice, et c'est très difficile, je crois, à jouer, c'est de jouer le rôle de Hannah. C'est-à-dire de cette femme qui est complètement naturelle, qui est elle-même complètement en forme, mais qui tout d'un coup porte un message qui la dépasse complètement. Elle dit des choses qu'elle ne savait pas une minute avant. Et ça, je crois que et donc ça serait presque du théâtre. Alors que moi, ce que j'avais en tête quand Guita me disait il faut préparer le travail pour un film, c'était un truc plus grand public, presque obligatoire avec le cinéma, il faut essayer de... Un truc qui... parce que dans les dialogues avec l'ange, il y a un côté liste Schindler quand même. Ouais. La liste de Schindler, parce qu'elles ont quand même cette usine qu'à un moment donné, elles réussissent à monter, usine d'uniformes pour l'armée hongroise, va leur permettre quand même de sauver une centaine de femmes. Enfin, il y a des côtés, effectivement, enfin, c'est une tragédie incroyable, et en même temps, c'est des côtés d'une beauté et qui serait très, très cinématographique. Alors voilà, oui, c'est en stand-by. C'est en stand-by. Mais alors, pour en revenir à toi, qu'est-ce que ça t'a amené, les dialogues avec l'ange et ta rencontre avec Guita? Là, ça m'a obligé à élaborer un peu, à élaborer un peu ce que c'est que, à réfléchir à ce que c'est que la création, en fait, et que les mots, parce que ce qui est très très clairement dit dans les dialogues avec l'ange, et qui ne fait de ce point de vue-là que reprendre, je pense, des enseignements, mais ils me sont arrivés comme ça, des enseignements pourrait dire à peu près dans toutes les grandes traditions, c'est que si nous sommes créateurs, c'est parce que nous utilisons des mots. Oui. Et que les mots, nous, modernes, qui ne subissons plus, alors ce n'est pas le cas de tout le monde sur la planète actuellement, mais qui ne subissons plus la pression contraignante d'une religion qui nous croyons libres, nous pensons que nous pouvons utiliser les mots impunément. Alors tiens, c'est drôle parce que tout à l'heure on a écouté un petit morceau de jazz de Ray Lema, et un des tout premiers qui m'avait parlé de ça, c'était Ray Lema, qui me disait mais quand on arrive d'Afrique, on est très étonné parce que dans l'Afrique traditionnelle, les gens savent qu'on ne dit pas n'importe quoi parce que les mots peuvent guérir ou tuer, que les mots ont une force et que les mots peuvent faire peur, que les mots peuvent être créateurs. Or, les dialogues avec l'ange le disent à plusieurs reprises, et en le prenant à l'envers, en disant le problème, c'est pas la violence, le problème, c'est le mensonge. Et le mensonge, c'est quoi? C'est quand un être humain utilise cette force incroyable qui lui est donnée
parce qu'il est né humain, qui est cette force créatrice qui passe par les mots et qui les corrompt. Le mensonge, c'est ce qui corrompt la force créatrice. Et tout d'un coup, je me suis interrogé sur le mensonge et sur les mots. Et nous autres, qui sommes des journalistes, qui utilisons beaucoup de mots, qui parlons beaucoup, est-ce que nous utilisons toujours les mots à bon escient? Est-ce que nous savons ce que nous disons? Est-ce que... Alors... Ouais, déjà, entre le mot qu'on utilise et le mot qui est reconnu par l'oreille qui nous écoute, il y a déjà un long trajet. Hein. Et puis, est-ce que tu as quelquefois réfléchi à cette toute petite chose dans le décalogue? À savoir? Le décalogue. Oui. Les 10 commandements de Dieu, entre guillemets. Hein. Oui. Il y a des interdits bien précis. Tu ne tues pas, tu ne convoites pas la femme de ton prochain, tu ne voles pas, etc. Il n'y a rien contre le mensonge. On ne te dit jamais, ne mens pas. On dit, le décalogue dit, etc., tu ne diras pas de mal d'autrui. Mais il ne dit pas, tu ne mens pas. Il n'y a pas, tu ne diras pas de fausses vérités, non? Non. C'est comme si il était implicite que le mensonge était aussi nécessaire à l'homme que l'oxygène pour respirer. Et une chose qui est très curieuse, moi j'ai beaucoup potassé l'histoire de l'Église, ça me passionne, et quand tu étudies l'évolution de l'histoire de l'Église, tu t'aperçois que la liste, il y a les péchés capitaux, les péchés véniels, etc. Dans la liste des péchés reconnus par la théologie du XIIIe siècle, on reconnaît 63 variétés de mensonges. Ouais. Il n'y a pas un péché qui est plus détaillé que celui-là. Tu peux mentir par orgueil, par vanité, par forfanterie, par trahison, etc. Et tu peux également mentir par charité. Uh-huh. Mais c'est absolument extraordinaire. Alors, est-ce que ça veut dire que ce que je t'ai dit juste avant ne tient pas debout? Non, mais le mensonge, c'est quelque chose de très, très gênant. Moi, je vous rappellerai également, cette histoire de mensonge m'a beaucoup perturbée. Bon, je me flatte de ne pas mentir, mais quand j'étais au Tibet, j'ai discuté avec des moines. J'ai passé 5 mois seul au Tibet, ce qui était un petit peu difficile, bien. Et j'avais réussi à avoir des contacts assez privilégiés. Et discutant avec un moine, je lui dis, à l'époque c'était en 91, il me semble que la situation va un peu mieux pour vous. Et il dit surtout, il ne faut pas le dire. Parce que si vous le dites, l'Église, l'Occident nous oubliera. Donc dites que ça va le plus mal. D'ailleurs, moi, dès que je vois quelqu'un, je dis, j'exagère toutes les horreurs que les Chinois nous font subir. J'ai dit, mais je croyais que dans la religion bouddhique, il était interdit de mentir. Il m'a dit, non, il n'est pas interdit de mentir. Il est interdit de proférer des gros mensonges. Attends, alors je lui demande, qu'est-ce que c'est que les gros mensonges? C'est s'inventer des pouvoirs miraculeux, comme la lévitation, etc. Et il y avait deux simples catégories. Tout le reste, ils pouvaient mentir comme des marchands de tapis. Mais de toute façon, sans mensonge, c'est en mentant, dit-on, enfin, ce que disent les psychologues, c'est quand il s'aperçoit qu'il peut mentir que le petit enfant commence son chemin d'autonomisation, d'individuation, parce qu'il se rend compte que ses parents ce sont pas ses parents qui pensent dans sa tête. Et que et donc, peut-être que le propos que je tenais tout à l'heure doit être amendé dans le sens de dire que la force créatrice des mots ne doit jamais nous échapper, bien sûr. Et que
si tu mens, ça doit être en sachant ce que tu fais, en quelque sorte. C'est-à-dire d'agir en conscience, de ne pas, c'est comme les tièdes, c'est comme la. Les gens s'imaginent par exemple que la poésie, enfin les gens, j'avais tendance à penser quand j'étais plus jeune, que la poésie utilisait les mots de manière un peu floue, alors que c'est tout le contraire, bien entendu, un peu gratuite. Ouais. Alors que ce qu'il y a de fantastique dans la poésie, c'est qu'elle est précise. Et la vraie, oui. C'est qu'elle est précise. Et donc c'est peut-être de cette précision-là, du prix, de la valeur extraordinaire de cette, ce don que les dialogues avec l'ange nous parlent, de cette valeur. Et que quand Relema me dit c'est dingue, vous occidentaux modernes, vous donnez l'impression d'utiliser les mots à tort et à travers en pensant que ça n'a aucune importance. Ça a de l'importance. Alors moi, je dévie vers le mensonge, peut-être parce que je mens tout le temps. Mais voilà, ça c'est une des choses. Mais il y a des tas de choses que les dialogues avec l'ange m'ont emporté, forcément. Bon, on va sortir de ce puits du mensonge et nous allons faire une petite coupure. Bien. Alors, si je comprends, ça c'est le Mozart que Guita t'avait demandé d'écouter ? Oui, exact. Je pense que c'est Köchel 590. C'est un quatuor, en tout cas. Oui. C'est un quatuor. Oui, elle me disait... oui, elle était très directive. Très directive. Et pour écrire La Source Blanche, il fallait que j'écoute... Et c'est ce que tu as fait ? Et c'est ce que j'ai fait pour une grande part, oui. Ah oui, d'accord. Et ça marchait visiblement. Hein. Ouais. Alors nous allons passer à tout à fait une autre chose parmi tes multiples intérêts, avec le cercle des anciens. Ça c'est assez... Alors là quand même je fais une petite parenthèse avant de te rendre l'antenne parce que c'est très drôle. C'était Albin Michel qui t'avait envoyé à ce congrès qui était une sorte d'alliance mondiale des religions, hein, organisée autour du Dalai Lama. Oui. Alors j'ai passé ce que là il s'est passé quelque chose de très rigolo. Toutes les représentations, toutes les religions étaient représentées, hein, les grandes religions monothéistes, jusqu'aux chamans et aux religions entre guillemets animistes. Et ça se passait où en Savoie, à l'endroit, comment ça s'appelle ? Carmaling. À Carmaling, voilà. Où je n'avais jamais été. Moi, je connais peu la France. Je suis beaucoup plus à l'étranger. Toi, tu connaissais Carmaling. Et tu me proposes gentiment de me faire visiter les lieux. Alors, il faut expliquer que nous étions logés avec les huiles, c'est-à-dire avec on était tout un petit groupe. On avait réussi à prendre un chalet à l'intérieur de l'enceinte des moines gardé par la police. Oui, bien sûr, parce que si vous voulez, il faut expliquer que ce congrès allait attirer une masse de gens absolument extraordinaire. Il faut dire qu'en bas dans la plaine, sous un chapiteau géant, 7000 personnes écoutaient le Dalai Lama pendant toute la semaine. Et voilà. Ça. Et tandis que nous étions là-haut dans la montagne, avec justement tous les grands leaders des religions et tous les moines, etc. Donc c'était vraiment deux mondes complètement différents. Et c'était l'été, je ne sais plus quelle année c'était, où il a fait une grande sécheresse. Hein. 97. Bon. Et alors Patrice me propose... Il faisait sec jusqu'à ce moment-là, oui. Oui, c'était effrayant. Et Patrice me propose de visiter les lieux avant que les différentes cérémonies commencent en bas. Donc on se lève très tôt. D'ailleurs, je me suis levé à l'heure à laquelle je me couche habituellement, c'est-à-dire à 7h du matin. Et il me fait visiter les lieux. Et le soleil n'était pas encore complètement levé. Et j'entends une voix qui me dit en russe, Maria, как вы делаете здесь? Marie-Thérèse, qu'est-ce que tu fais ici?
Et je me retourne et je reconnais au stupeur un chaman bouriate que j'avais rencontré en Sibérie, qui s'appelle, ça s'invente pas un nom pareil, qui s'appelait Falik. Falik quand il roule. Ah, tu le connaissais déjà? Mais oui, mais bien, sinon on n'aurait pas eu toute cette aventure avec lui. Oui. Alors, il ne connaissait pas du tout la région, moi non plus. Et je dis à Patrice, ce serait bien qu'on fasse un petit tour et qu'on montre les beautés de la France à Falik. Et nous partons, c'est des paysages absolument admirables. Et, En Savoie. En Savoie, oui. Et Falik, non, c'est très beau, c'est magnifique, gna gna gna. Et Patrice lui dit, oui, mais vous savez, c'est dramatique. La France connaît une période de sécheresse tellement épouvantable que dans les régions les plus reculées, les gens sortent les statues des églises pour faire des processions parce qu'il faut qu'il pleuve, le pays crève. Et Falik dit, oh ben moi, si vous voulez, je peux faire pleuvoir. Et Patrice me regarde, l'air de dire, enfin ton petit copain chaman, il exagère un peu. Je lui dis non, il ne plaisante pas, c'est un chaman très puissant, moi je l'ai vu opérer en Sibérie. Alors nous nous concertons et nous disons, nous sommes d'accord pour qu'il fasse une cérémonie et qu'il pleuve. Alors Falik me dit, bon très bien, il faut que je retourne dans ma chambre pour prendre mes instruments, mon tambour, et tous mes instruments et mes costumes pour communiquer avec mes dieux. Nous l'accompagnons avec Falix change et nous le déposons à l'endroit qu'il nous désigne comme étant le lieu où il peut rentrer en contact avec ses dieux. Et nous assistons tous les deux seuls à cette cérémonie du chaman qui appelle la pluie. Et le ciel était bleu, il n'y avait même pas un nuage d'1 millimètre qui flottait dans les airs. Et nous revenons dans nos logements, et Patrice, évidemment, ne manque pas de dire, imprudemment, à un moine tibétain, ah ben vous savez, Marie-Thérèse a demandé à son ami chaman de faire une cérémonie, et il va pleuvoir. Et là, je vois toute la panique dans les yeux du moine tibétain. Mais comment? Il va pleuvoir alors que nous attendons le Dalai Lama. Alors j'ai dit, oui, il va pleuvoir et la terre en a besoin. Mais c'est pas possible. Et alors nous assistons à un branle-bas de combat chez les Tibétains très spectaculaire. Le moine appelle tous les autres moines qui sortent avec leurs longues trompes et qui commencent à jouer pour demander que la pluie ne tombe pas. Et là, Falik rentre dans une sainte colère, il me dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous me demandez de faire tomber la pluie, et les moines demandent qu'on empêche la pluie, etc. Je veux bien retarder un peu la pluie, mais je ne peux pas la retarder plus que midi. Il pleuvra à midi. Bien. Nous gardons ça devant ce ciel bleu. On le prenait assez cool, et j'avais dit à Patrice, quand même, il est très fort, on va voir ce qu'on va voir. Midi moins 5, pas le moindre nuage n'était arrivé, et nous voyons une arrivée de superstar, tu te rappelles le Dalai Lama, dans une voiture décapotable avec des motards, etc., tout ça qui vient là-haut, et d'un seul coup, le vent se lève, et des trombes d'eau absolument diluviennes s'abattent, tu te rappelles la tente, tout ça, ça vole, etc., et encore nous étions dans l'espace protégé de la montagne, c'est-à-dire en hauteur, et on savait que dans la vallée, il y avait tous les gens avec une autre tente beaucoup plus grande qui allait recevoir tous les enseignements du séminaire. C'était l'horreur, parce qu'il a tellement plu qu'en bas, c'était une gadoue épouvantable. Les gens étaient, évidemment, personne n'était venu avec des bottes, c'était l'été de sécheresse. J'ai d'ailleurs appelé divers amis en différents lieux pour savoir s'il pleuvait. Il ne pleuvait nulle part. Et à 5 kilomètres de là, il ne pleuvait pas, il n'y en a plus que là. C'était un souvenir extraordinaire de ce congrès, où nous étions donc ensemble à écouter tous les représentants des différentes religions. Alors qu'est-ce que ça a donné ce colloque? Les retombées. Ah, les retombées. Non, c'est drôle parce que on n'a pas forcément tous les mêmes souvenirs. Moi, je me souvenais pas
exactement de la même chose que toi. Pour moi, J'ai dit dans mon journal le soir même. Comme tu l'avais d'habitude. écrit. Oui, oui. Mais alors, ça serait intéressant que tu le Mais reprennes. tu m'en avais demandé des détails quand tu as rédigé quand j'ai écrit le livre, Oui, quand j'ai écrit Le Cercle des Anciens. Ouais. Bah, ça m'intéresserait de voir ton journal pour savoir exactement ce que tu as noté, parce que plusieurs choses diffèrent, et une chose notamment, c'est que la pluie, tu te rappelles pas la pluie est tombée. La pluie est tombée. Alors qu'il faisait un ciel bleu. Alors que je sais que mon frère qui a un élevage en Charente m'avait dit qu'il avait commencé à sortir les fourrages qui étaient destinés normalement à la fin de l'été. Il avait commencé à les distribuer en avril. Donc cause de la sécheresse. Donc on allait vers une année très sèche comme 76, comme 68, comme 1945. Et donc ça c'est vrai. Moi je me souviens aussi que la pluie est tombée, mais le Dalai Lama n'était pas encore arrivé dans mon souvenir. Et c'est marrant parce que moi je me souviens que les lamas interviennent auprès de Phalik au bout de quelque temps en disant c'est très bien, il a plu et c'est très bien pour la nature, mais sa sainteté arrive. Oui. Donc, ça serait bien que vous arrêtiez. Non, mais eux, ils avaient joué. Ils avaient tout fait avant pour arrêter la pluie. Ça serait bien que vous arrêtiez. Oui. Et que lui a dit que ça, c'était pas possible. Que c'était pas possible parce qu'il était en contact avec la terre, que la terre avait soif et qu'il était dans son pouvoir éventuellement de la déclencher, mais certainement pas de l'arrêter. Et qu'à ce moment-là, ils se sont mis en colère. Enfin bon. C'est un petit détail, mais c'est une histoire extraordinaire. C'est un petit détail. Ce qui est vrai, c'est que le dernier jour de ce grand rassemblement, tout le monde est descendu dans la plaine. Oui. Et le Dalai Lama était sur une scène presque digne des Rolling Stones. Le Dalai Lama était au centre avec Mathieu Ricard qui lui traduisait... qui traduisait au fur et à mesure. À la droite du Dalai Lama, donc à la gauche pour le public, ou plutôt non, l'inverse, à la gauche pour le Dalai Lama, donc à droite pour le public, il y avait tous les grands systèmes organisés, c'est-à-dire il y avait aussi bien les musulmans, les juifs, les chrétiens, mais aussi les protestants, les orthodoxes, mais aussi des francs-maçons, mais aussi des laïcs athées, peut-être plutôt les gens du livre, disons. Même l'union des rationalistes était là. Ça, et ceux-là étaient tous habillés en marron ou en orange mais c'était des couleurs relativement uniformes et tout de même un peu sombre. Oui. Alors qu'à la droite du Dalai Lama, c'était extraordinaire. Il y avait ils étaient de toutes les couleurs, le vaudou, avec des plumes, et c'est vrai que c'est eux qui ont eu la vedette, et ça n'a pas plu à tout le monde. Mais il y a eu un incident quand même. Il y a eu plusieurs incidents, oui. Il y a eu un gros incident avec le Bond. Il y a eu avec les représentants des chamans tibétains. Voilà, c'est ça, qui ont demandé pourquoi est-ce qu'ils étaient à gauche et pas à droite, étant donné que c'était eux qui avaient fondé l'origine du bouddhisme, c'était eux qui avaient installé l'origine la méditation. Du bouddhisme, pas l'origine du bouddhisme. Ils étaient avant, oui, mais c'est eux qui avaient instauré tout ce que le bouddhisme allait récupérer, utiliser, comme la méditation, etc. Et qu'ils étaient avant le bouddhisme, et ils devaient être évidemment à la droite du Dalai Lama. Et le Dalai Lama l'a reconnu et l'a fait changer de place. Et ils sont allés du côté des chamans. Non, ils étaient du côté chaman, ils sont passés du côté de la... ils ont voulu faire partie des grands systèmes. C'est ça, voilà. Ouais. Ils ont voulu faire partie des grands systèmes. Ouais, ça a été. Mais alors, là, on pourrait en parler des heures de ce rassemblement, parce qu'il y a eu des choses hyper émouvantes. Par exemple, quand la délégation américaine, ils étaient au moins une cinquantaine, les Amérindiens du Nord. Il y avait les Amérindiens du Sud qui eux, étaient représentés des peuples plutôt
plutôt en voie d'extermination. Ça, Et ça s'est pas amélioré depuis. Ça s'est malheureusement pas amélioré depuis. Et puis il y avait ceux qui représentaient les Américains du Nord et dont on s'est moqué au début parce que c'était des gens, des vrais Amerlocs, buveurs de coca, souvent complètement obèses. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que c'était des travailleurs sociaux, tout simplement, qui essayaient de limiter la casse dans les réserves où la vie n'est pas exactement riante. Et ce qui a eu de formidablement émouvant, c'est quand ces gens-là, qui étaient les descendants des chamans d'Amérique du Nord, qui n'avaient plus grand-chose à voir avec la tradition ancienne, ont vu précisément Falik, le chaman dont tu viens de parler, qui est devenu plus tard président de la Fédération des chamans de Russie et de Sibérie, revêtir son costume, mettre les plumes sur la tête, taper sur le tambour, et tout d'un coup, ils ont vu l'intermédiaire. Mais la figure de leurs ancêtres. Sauf que chez lui, c'était resté, malgré les terribles, le sort terrible que leur réservaient les communistes, parce que chaman, ça allait directement au goulag. Dans les goulags, oui, j'ai rencontré un chaman qui m'avait beaucoup impressionné parce qu'il s'était enfui d'un goulag. Il m'a raconté ça quand j'étais en Sibérie et il avait quand même fait, je ne sais plus si c'est 50 ou 60 kilomètres à pieds nus dans la neige. C'est-à-dire, toi et moi, on aurait eu les pieds gelés jusqu'aux genoux. Uh-huh. Ce sont des êtres extraordinaires. Alors maintenant, malheureusement, ça se passe pas très bien en Russie parce qu'avec le New Age, il y a des chamans d'opérette, il y a tout le néo-chamanisme un petit peu. Là, c'est Corinne Sombrin qui l'explique bien, ça, dans plusieurs livres qu'elle a fait. Cette Française qui travaillait pour la BBC et qui est devenue, sans l'avoir du tout... c'est une longue histoire. Elle est devenue chamane mongole. Involontairement, oui. C'est-à-dire qu'elle accompagnait une amie qui faisait un film sur les chamans. Et une chamane regarde Carole et lui dit: mais toi, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est-à-dire que elle a commencé par rentrer en transe. C'est-à-dire que elle a été tout d'un coup habitée par la force du loup. C'est ça, oui. Et elle s'est mise à hurler comme un loup. Et elle est devenue une sorte de louve. Et c'est là qu'une chamane mongole lui dit: toi, tu es chamane. Et tu ne le savais pas. C'est ça. Et toute sa vie a basculé parce que, heureusement, il y a des gens qui ont étudié son cerveau et qu'on a regardé son cas. Et elle, non, mais sur la suite de ce que tu disais juste avant, elle dit bien que c'est en train de fondre à toute vitesse. C'est-à-dire que ce sont des gens très pauvres qui se rendent compte qu'en faisant du tourisme chamanique, en faisant tour opérateur chamanique et en s'inventant chaman, on peut faire très plaisir à des touristes et vivre bien. Et que c'est absolument inexorable. Il y a la même chose en Amérique latine, je te signale. On parle des wannabe Indians et les vrais, puisque maintenant on utilise le terme de chaman en Amérique latine, ce qui est pas tout à fait correct. Le vrai chamanisme, pour moi, tout moins étant plutôt du côté de la Russie Sibérie. et de la Sibérie, bien sûr. Mais maintenant, les chamans latins se moquent des wannabe Indians en disant: nous, on reconnaît très bien vite les purs, nous ne donnons rien comme renseignement sur notre civilisation, nos traditions. Tous ceux qui enseignent les roues de médecine, etc., tout ça, c'est du pipeau pour tourisme. Bon, continuez, nous en vivons, mais notre tradition nous enseigne que nous ne devons rien transmettre pour le moment. Ça, ils sont clairs et nets. Un peu comme les Kogis de Colombie. Oui. Ceux que Éric Julien... Le vrai Éric Julien, pas le faux, puisqu'il y en a deux. Ah bon, il y en a un faux? Oui, il y en a un. C'était toute une histoire, tu sais bien. Bon non. Et Éric Julien est très gêné, parce qu'à cause d'Internet, il y a des confusions avec Google. Il y en a un qui a raconté, j'ai eu toutes sortes de problèmes avec lui. J'ai fait une émission qui s'est passée ici, d'ailleurs, qui a raconté qu'il avait été enlevé à bord d'une soucoupe volante. Ah bon? Qu'il avait été
formé pour être pilote de soucoupe volante, un mythomane total, et qu'il y a beaucoup de gens qui croient à ces salades d'ailleurs, c'est tout à fait rigolo. Évidemment, la confusion est un peu fâcheuse entre le vrai Éric Julien qui a été sauvé par les Kogi, hein, on peut dire, Ah, complètement. et l'Éric Julien, le mythomane des extraterrestres, oui. Oui. Ah oui, c'est toi, ça m'étonne. Toi, tu as bien écrit sur des gens qui ont été enlevés par les Oui, extraterrestres. mais dans le cas d'Éric Julien, l'émission a eu lieu ici. Il avait dit qu'il s'était fait enlever par une soucoupe volante et sa femme même avait été porter plainte à la police pour qu'on le recherche. Enfin, ça serait une histoire trop longue. Dans les annales de la radio, vous l'avez, c'est un monument de désinformation. Mais il y a toutes sortes de gens qui ont cru que M. Éric Julien avait été enlevé par les Bon, voilà, ça sera pour une autre. Il a été retrouvé par des gendarmes à La Réunion. Il passe de très bonnes vacances et il vous remercie. Continuons. Bon. Ah bah oui, écoutez, il est l'heure. Alors, on est désolé. Alors, nous allons nous quitter de façon un peu abrupte. Oui. On prend rendez-vous pour la suite. On prend rendez-vous pour la suite, d'accord. Eh bien voilà. Alors, voilà, très bien. Une date qui reste à déterminer. Exactement. Alors, Patrice, je te remercie beaucoup d'être venu. C'était un vrai plaisir de se revoir. Eh bien, écoute, Marie-Thérèse, merci infiniment.